Bonjour à toi, cher spectateur. Gazer ou The Gazer en France, ne me demandez pas pourquoi on a rajouté un The, de Ryan G. Sloan. J'en entends parler depuis pas mal de temps. Parce que, en fait, dans le cinéma où je bosse, on a fait la quinzaine des cinéastes l'année dernière et ce film en faisait partie. Et j'avoue que j'ai vu que quelques images, mais je trouvais que l'ambiance avait l'air d'être assez surprenante sur ce genre de proposition cinématographique. Donc j'avais vraiment envie de voir ce que ce film indépendant américain avait à proposer. Le résumé pour faire simple, Frankie souffre d'un trouble neurologique lui provoquant des absences. Alors qu'elle essaye de se reconstruire une vie depuis la mort de son mari et la perte de la garde de sa fille, elle fait la rencontre de Paige. C'est très bizarre. J'ai été complètement embarqué par l'ambiance du film. Je trouve que celui-ci a un cachet assez rare. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu la sensation de voir un moment de cinéma qui cherchait à me happer dans un univers qui voulait jouer avec mon immersion et avec mon ressenti par rapport à ce qui se passait dans la tête de Frankie. Et j'avoue que là-dessus, de manière globale, je trouve que le film fonctionne assez bien. J'ai plusieurs soucis en fait avec le long métrage. Mon premier, c'est que 1h54, c'est long. C'est super long pour la proposition que c'est. C'est-à-dire que je trouve ça vraiment intéressant sur pas mal de points, mais ça part vraiment dans beaucoup trop de directions. Et mon deuxième souci, c'est qu'une fois arrivé à la fin, on se demande pourquoi on a fait tout ce voyage. Et là, c'est un peu plus problématique, parce que, indéniablement, c'est un film qui a envie de nous embarquer dans une proposition qui sonne comme atypique, que ce soit en termes de thématique, que ce soit en termes de ressenti, en termes d'ambiance, en termes de style, en termes de graphisme, en termes de visuel. C'est un film qui a envie de créer une identité pour que le spectateur n'ait pas la sensation d'avoir déjà vu ça. Parce que ce type de récit, ce type de forme dramatique, ce type d'immersion, on peut l'avoir déjà rencontré dans pas mal de styles de réalisateurs si on est un petit peu cinéphile ou en tout cas si on aime bien le cinéma indépendant américain. Mais on sent qu'il y a une envie de la part de Ryan G. Sloan de nous embarquer dans quelque chose de différent, d'atypique, de vraiment unique. Et là-dessus, indéniablement, durant une majorité de son temps, je trouve le film arrive à toucher du bout du doigt en fait cette conception-là. Le problème, c'est que ça passe par plein d'étapes de conception, notamment en termes de dramaturgie, en termes de mise en scène, où on se dit, il y a de l'idée, mais c'est un peu bizarre. Il n'est jamais simple de créer et de développer un mystère qui donne une forme, une puissance, une intensité et une ampleur dramatique qui suffisent à faire tenir une dramaturgie de bout en bout et qui donne assez de relief à un personnage ou à ceux qui l'entourent pour nous emporter dans un moment de tension prenant et haletant. Ryan G. Sloan offre un film âpre, violent, noir et prenant, qui marche durant une majorité de son temps, mais qui souffre également d'une mauvaise idée, celle de rendre tout opaque, même la base même de son récit, offrant ainsi au spectateur une ambiance immersive et prenante, mais dont la fin, à l'image même de cette intensité, souffre d'un manque flagrant de concret et de justesse. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Ryan G. Sloan et Ariela Mastroianni, donc son actrice centrale. C'est intéressant en fait parce que cette dramaturgie, en tout cas dans sa proposition, on sent qu'elle a envie de mixer plein d'influences cinématographiques. C'est surprenant, mais on a l'impression d'avoir du Powell dans la manière de concevoir le personnage, de jouer sur le côté un peu mystérieux. On a un peu du Hitchcock aussi sur pas mal de points, notamment dans la manière de poser l'histoire, ou en tout cas de poser les protagonistes. Ça m'a beaucoup fait penser à du Hitchcock. On pourrait plus récemment faire le lien un peu avec du Fincher, dans la manière aussi de construire une espèce d'ambiance un peu pesante, un peu glauque. On peut même aller jusqu'à chercher du Lynch aussi, mais ça on en parlera plus dans la mise en scène. C'est un film qui est influencé dans sa structure dramatique, dans sa composition des personnages, dans sa globalité finalement filmique. C'est un film qui est influencé par de nombreuses possibilités de compréhension et d'interprétation qui vont pousser le spectateur à se dire « Ah, ce film me plaît, quoi. Je comprends pas pourquoi, mais j'ai envie de toucher du bout du doigt cette idée qu'on sent que ces personnages, ils vivent une aventure qui certes ressemble à d'autres, mais pour autant a un petit côté unique et singulier, et c'est ça en fait qui m'a plu. De manière globale, j'ai trouvé que la structure dramatique du récit et que ce qui arrive au personnage, c'est assez intéressant. Alors c'est très maladroitement amené ensuite, on aura l'occasion de l'évoquer, mais je trouve que d'un point de vue équilibre des actes, on a un premier acte très prenant, un deuxième acte maladroit et un troisième acte qui laisse un peu le spectateur dubitatif. Disons ça. Et pour autant, c'est l'inverse en termes de mise en scène. Ce qui laisse encore plus perplexe. Sloan et Mastroianni ne parviennent pas pleinement à maîtriser leur dramaturgie, et même la base même de leur écriture, offrant un premier acte plutôt convaincant, un deuxième acte déséquilibré mais flamboyant, et un troisième acte
un peu lourd et pas forcément à la hauteur de ce qui a été posé. Disons qu'au fond, ce qui manque, c'est un peu plus de concret, car comme évoqué avant, que ce soit dans le choix du mystère autour de Frankie, mais également de ce qui lui arrive, ou autour de l'utilisation de son trouble pour amener de la tension, les deux scénaristes s'en sortent à la perfection, mais dès que l'on rentre dans la création d'un mystère et d'un concret plus palpable dans le script, là il y a un problème évident. En termes de mise en scène, Ryan G. Sloane, il a envie de proposer au spectateur une sorte d'expérience. Quelque chose qui soit à mi-chemin entre plein de propositions, qui soit très influencé comme l'écriture, qui a envie de sonner comme une œuvre cryptique par moment, dans ce qu'elle a de plus positif comme négatif. Dans le sens où, autant il y a des moments où j'étais en train de me dire que visuellement le film était impeccable, genre beau, très important dans sa manière de construire, entre guillemets, une sorte d'ambiance globale qui fasse en sorte que le spectateur se sente impacté directement par tout ça, ce qui rend du coup les actions et les mouvements de caméra encore plus importants du coup dans l'œil du spectateur. Et au-delà de ça, il y a ce choix de travailler en pellicule, d'avoir en plus une pellicule qui soit crade. Elle est sale, tu sens qu'il y a eu un film qui a été tourné sur un film, qui a été tourné sur un film, qui a été tourné sur un film. Ça amène beaucoup de cachet au film et ça amène une vraie identité, un côté très pur et très physique. Il y a une physicalité, je trouve, dans le travail de la pellicule ici de la part de Ryan G. Sloane qui donne vraiment une ambiance encore plus marquée au long métrage. Et après, il y a des scènes qui sont réellement hyper imposantes en termes de style, en termes d'esthétique, en termes de travail sonore, en termes de travail d'immersion. Il y a des jeux autour de la condition de l'héroïne qui font que du coup, en tant que spectateur, on se sent encore plus immergé dans le récit. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'on ressort en se disant Ryan G. Sloane a voulu proposer quelque chose au spectateur. L'embarquer dans une espèce de globalité esthétique et visuelle qui donne la sensation de vivre une expérience qui sonne comme unique. Après, est-ce que c'est parfaitement maîtrisé? J'irais peut-être pas jusqu'à dire ça. Sloane offre une scénographie qui possède un cachet, quelque chose de purement factuel à l'image de cette pellicule comme évoqué avant, mais au-delà de cela, de cette imagerie intense et parfois très radicale qui offre de vrais moments de genre pur, avec un petit truc en plus qui permet au film de posséder une identité. En cela, le long métrage est prenant, mais sonne aussi par moments comme un peu trop cryptique dans ce qu'il montre, que ce soit de façon concrète, avec ses scènes de rêverie étonnantes mais déstabilisantes, ou que ce soit aussi dans le choix de certaines transitions et juxtapositions d'images, pas toujours aussi fines que l'ambiance globale du film, donnant une sensation de trop-plein qui manque d'équilibre. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Dans le sens où c'est assez surprenant, mais on est typiquement sur le genre de film où il y a une actrice qui porte de manière globale le récit, et où du coup la plupart des acteurs sonnent comme secondaires, voire tertiaires très rapidement. Les deux qui ressortent le plus, c'est René Gagneur et Jack Alberts, qui sont tous les deux vraiment excellents et qui ont en plus une très jolie évolution de manière globale au fur et à mesure que le récit évolue. C'est-à-dire qu'il démarre dans une certaine position et rapidement il change un petit peu de ça et ça marche plutôt bien. Marianne Godel est excellente, je trouve, dans un rôle très compliqué qu'elle peut rendre caricatural mais jamais trop facile. Et du coup, ça donne lieu à une protagoniste qu'on a envie de détester mais pour autant qui est importante dans le récit. Dans les rôles plus tertiaires, là, on a Tommy Kang, on a Marcia de Bonis, on a Luis Arroyo Jr., on a Jarrett Austin Brown et on peut citer aussi Mitchell Setuck. Vraiment, là, pour le coup, je vous cite des acteurs qui sont quasi tertiaires. Mais en fait, la grande prouesse, ou en tout cas la grande force qu'a eu Ryan G. Sloane ici, c'est de construire un casting où on se dit que les acteurs ont une gueule, ont quelque chose de marquant pour le spectateur et qu'ils dégagent du charisme. Donc, ils ont beau avoir peu de présence pour certains à l'écran, on les retient quand même et ils nous marquent. Mais pas autant que l'actrice centrale. Alors elle, pour le coup, elle est vraiment hallucinante, elle domine tout le long métrage, elle a quelque chose de très magnétique dans sa présence physique, aussi bien que dans son jeu et dans sa performance. Moi, elle m'a complètement bluffé et estomaqué, c'est une véritable découverte cette actrice. Ariela Mastroianni est tout simplement magnifique, l'actrice possédant un magnétisme et une présence à l'écran tout simplement fascinante qui donne beaucoup de puissance à de nombreuses scènes du métrage. Au bout du compte, Gazer, ou The Gazer chez nous, c'est une proposition de cinéma assez atypique. Disons que je pense qu'il y en a pas mal parmi vous, si vous allez le voir, qui vont être un petit peu décontenancés par ce que veut faire Ryan G. Sloane. On sent que c'est le travail d'un cinéaste qui a envie de montrer qu'il aime le cinéma, ou en tout cas une certaine idée du cinéma. Un cinéma très hypnotique, très psychanalytique aussi, qui joue beaucoup avec l'esprit et le côté très torturé de son héroïne. Donc ça donne lieu à de très bonnes choses, visuelles, dramatiques et esthétiques. Et il y a des moments où on sent que le film est un petit peu plus perdu ou en tout cas plus hésitant dans ce qu'il veut construire et dans ce qu'il veut donner par rapport soit à l'évolution des personnages, soit juste à ce que le récit doit concrètement raconter et faire évoluer au sein de sa dramaturgie.
Gardons tout de même en tête que l'actrice principale est juste hallucinante. Donc The Gazer de Ryan G. Sloane, si vous avez l'occasion de le voir en salle, bah allez-y. Parce que même si vous pourriez ressortir sceptique, vous allez quand même vivre une expérience de cinéma bien barrée. A plus.